Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Plus ou Moins Geek, le seul magazine sur toute la Terre et l'univers à revenir sur plus de 50 ans de culture geek en 52 minutes. Un petit chiffre pour casser les préjugés qu'on peut avoir sur le fait que la culture geek ne remonte pas à si loin. 1949, création du Lego sous sa forme actuelle. Je ne sais pas à quoi ils jouent le soir quand ils sont tout seuls et je ne veux pas le savoir. L'équipe d'experts, chroniqueurs, alerte sur cette émission, Mademoiselle RL, journaliste et blogueuse, l'auteur, scénariste, romancier Laurent Kessy, 90 millions de vues sur Internet pour Monsieur Sébastien Arassia et partagé avec Monsieur Frédéric Molas pour le Jour du Grenier et Rurik Salé, compositeur de talent de notre générique mais également journaliste et comédien. Voilà, je n'oublie pas non plus François, François qui est chez lui, qui attend pour faire sa chronique, voilà, il fait toujours des trucs très intéressants. Non, en fait, finalement, il fait pas de trucs intéressants, François. Allez, tout de suite, un sommaire en images avec de la musique, c'est quand même super cool. Aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez le film Nico, l'interview carrière de la grande dame du cinéma Barbara Steele. Stan Lee, Baptiste et Nico qui enquêtent sur les mutations génétiques. Manimal, une enquête geek sur la Sega Saturn. Le jeu vidéo Hunting, starring Poltergeist. Les aventures de Rurik au festival de Sitges. Le talent web Manu mais pas trop. Et l'incontournable Shopping List. Et on attaque dans le vif du sujet, je vais vous transporter tout de suite en 1983. Rubrique série télé avec David. Alors pourquoi 1983 ? Parce que c'est la date de diffusion, la seule année de diffusion de la série dont je vais vous parler. Et je ne vais pas vous dire le titre tout de suite parce que je vais vous rappeler un souvenir d'enfance. Samedi est à vous sur TF1. Alors il y a une période avec Bernard Gollet qui présentait des séries qu'on pouvait choisir. Moi j'ai connu que celle avec Bernard Montiel. Donc il te disait, écoute toi petit jeune devant ta télévision, ce samedi si tu veux voir Manimal, Le Magicien, Les Mystères de l'Ouest, appelle-nous vite pour nous donner de l'argent. Et moi, voilà la série que je choisissais, bien évidemment. Ah ouais, oh c'est du bon ça. Simon McCorkindale. Ouais, qui est mort du cancer, je suis obligé de le dire, hein, c'est triste. Et alors moi, il me semble que ça passait le vendredi soir sur la 3, mais... Moi, ça fait partie des séries de façon qui sont tellement multidiffusées voilà, sur plein de chaînes. Et qui il joue dans quoi? Vous vous souvenez? Il se bat contre une grosse bête dans l'eau. Dans Les Dents de la Mer 3, bien sûr. Oh bah dis donc, dis donc. c'est quand même un comédien qui n'a alterné que des chefs-d'œuvre. Il a eu une grande carrière, mais pas du tout. Non mais il a fait beaucoup de théâtre, m'a-t-on dit, en Angleterre. Donc voilà, Manimal, alors c'est pas une série très longue. Moi, à l'époque, quand on me disait choisis un épisode, je me dis il doit en avoir 250 à proposer. Eh ben non, il y a juste un pilote de 90 minutes, il y a 7 épisodes de 45 minutes, c'était sur NBC à l'époque, et après, nada. Ça a été un flop, mais monstre, il y a que ça. Et très honnêtement, j'ai revu toute la série pour cette émission, et honnêtement, je devrais demander une prime triple, voire quadruple. Bah quoi, c'est pas bien? Non, c'est pas bien du tout. Alors, je resitue. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? On a notre héros, Jonathan Chase, qui est donc atteint de thérianthropie. Attention, messieurs, ça permet d'articuler. C'est-à-dire qu'il a la faculté de se transformer en animal. C'est comme ça. Alors ça, c'est principalement pour la transformation en panthère, mais il se transforme aussi beaucoup en faucon. Et il y avait toujours une troisième transformation dans chaque épisode. Alors attention, en dauphin, en ours, en cheval, en serpent. Je me souviens du pilote où un des premiers trucs, il se transforme en cheval et sa copine le monte. Ça, le fantasme. Juste pour vous dire quand même que des fois, je vais pas parler que des séries que moi j'adore et que j'ai rematé à volo, mais celle-là, elle est quand même assez particulière. Juste une scène dans le pilote. On est dans un entrepôt, il y a des méchants avec des grosses armes et ils doivent transporter des caisses dans un autre entrepôt. Lui, Jonathan Chase, alors il arrive, il est habillé alors, comme un lord, hein, petite écharpe à la Christophe Barbier, enfin voilà. Et d'un coup, il voit les méchants. Alors il se met dans un coin, il fait ah! Alors pareil, tu vois, t'as les gros plans sur les mains, il se transforme en panthère. Il va en panthère dans l'entrepôt, il essaie d'arrêter les méchants, il n'y arrive pas, le camion part faire sa livraison.
il ressort du bâtiment et il est de nouveau en Jonathan Chase, mais tout habillé. C'est-à-dire que dans la série, il déchire ses vêtements quand il se transforme. Comme Hulk. Ouais, mais là, carrément, il ressort habillé comme un milord. C'est surréaliste. Il monte dans un taxi. Il dit au mec du taxi, suivez ce camion. C'est-à-dire que le mec, pas 2 secondes, il reste en panthère pour suivre les trafiquants. Non, il se dit, Parce un qu'il veut taxi faire marcher dans... l'économie aussi, Voilà, c'est tu vois. normal. Et il se transforme à moitié dans le taxi. Le chauffeur, il lui fait, oh là là, monsieur, je pense que vous êtes un peu souffrant. Il va y avoir un supplément là. Ne vomissez pas sur les sièges en cuir, monsieur. Ce qui est très drôle, c'est qu'il arrive dans le second entrepôt, il se retransforme en panthère. Voilà, donc Il ça- recraque ses vêtements aussi. Ah, mais à chaque fois. Mais attends, moi ce qui me fait délirer, c'est que tu me dis qu'il y a quelques épisodes à peine, alors que ceux qui ont vu ces trucs à l'époque, ça les a marqués comme si, comme Mais si on alors, avait eu Sauf 200 que ce qui t'a marqué, moi, ce qui m'a marqué, c'est ça. Aucune histoire m'a marqué, je me souviens de rien. Je me souviens pas non plus de K2000. Mais Non, aucune histoire. tu vois, Tu te souviens de la voiture et du truc. ce qui est assez étonnant, c'est que vous vous souvenez finalement du seul point positif de la série, c'est les transformations qui sont dues à Stan Winston, qui est mort en 2008, qui est le maître des effets spéciaux. Il a fait Terminator. Alors bon, la série était un flop extraordinaire, pourtant derrière, le créateur c'était Glenn A. Larson, à qui on doit Galactica, K2000, Magnum. Ça a été un four monstrueux. Dallas en face a complètement ruiné toute la série. Et le comédien que vous avez vu, dont vous avez cité l'immense carrière que personne ne connaît, a aussi été en balance pendant de nombreuses années pour devenir un James Bond. Ça, vous ne le saviez pas. Ouais. Et il a été très marrant dans un abominable épisode d'une série qui était parfois très bien, parfois très nulle, qui s'appelait La Maison de tous les cauchemars. Hammer House of Horrors en Angleterre. Voilà, donc le seul intérêt de Manimal, c'est les effets spéciaux. Et d'ailleurs, c'est très bien que tu me parles d'horreur, puisque nous allons te retrouver dans un Inside. Ah, c'est vrai. Mais où te vois-tu? C'est horrible. Sitges, en Espagne, plus gros festival fantastique de la planète. Alors, que fait Rurik quand il est sur des plages ensoleillées? Réponse tout de suite. Et surtout, ne zappez pas, on se retrouve après avec plein de bonnes choses. Plongez au cœur d'un grand événement. Voici l'Inside. Chers amis, laissez-moi vous accompagner pendant ce petit film institutionnel sur la jolie ville balnéaire de Sitges en Espagne. Ses lieux de drague, mais aussi son festival du film fantastique et d'horreur, point de rencontre de tous les films étranges de la planète. Et cette année, Rurik. C'est Sitges, c'est l'un des plus grands festivals du cinéma fantastique de la planète, si c'est pas le plus grand, et certainement l'un des plus agréables aussi, parce que d'abord il y a le soleil, justement. En plus, il y a quand même le tapis rouge, il n'y a pas de service de sécurité qui vous empêche d'approcher les stars, parce que des stars, il y en a partout. Vous baladez, il y a Lamberto Bava, il y a Barbara Steele, des fois l'année dernière ou l'année d'avant, il y avait Tom Savini, toutes des légendes du fantastique partout, parfois même Viggo Mortensen. Je me suis battu contre lui. Si vous les croisez, vous pouvez aller les voir. Ils sont comme vous et moi, ils boivent des cafés, ils s'amusent. C'est Sitges, je vais vous raconter un petit peu ce qu'on y voit ici. Retour vers le passé. Le festival voit le jour en 1968, ce qui en fait l'un des plus anciens festivals de cinéma. On y verra notamment passer Jodie Foster et cette année, Rurik. Moi j'y suis parce qu'il y a un film avec moi, Dead Shadows, qui est en sélection. C'est un honneur. Il y en a même un plus tard qui s'appelle ABC of Death. Je suis hyper content d'être là et je vais vous faire partager cette joie. Sitges a récompensé de nombreux films devenus cultes. De Reanimator, Grand Prix en 1985, au célèbre Cube en 1998, qui fera son petit million d'entrées en France. À noter Hard Candy avec Ellen Page, en adolescente piégeuse de pédophiles, Grand Prix 2005. En 2010, c'est le bizarroïde Père Noël Origine qui sera récompensé. We have Santa Claus. Selitä sille, että meillä on täällä pukki myytävänä. Retour de Rurik qui vous présente un étrange animal. Derrière moi, vous avez le logo de Sitges. Alors, c'est pas Sitges 2012, c'est le logo de tous les festoches de Sitges, tous les ans. Est-ce que vous reconnaissez un peu ce gros gorille? Alors, je sais pas si c'est un gorille, mais je pense que oui. C'est King Kong, bien sûr. Mais King Kong, qui se bat tout le temps, comme d'habitude, contre des avions qui viennent le faire chier. Mais King Kong à Sitges, hein, il est dans l'eau. Et avant chaque projection, ici, vous avez ça en animation. King Kong qui marche dans la baie de Sitges et qui chope les avions comme ça. Et tout le monde applaudit tout le temps parce que le public ici, il faut savoir qu'il est hyper participatif. Voilà. Dès qu'il y a un film, il applaudit, générique, etc. Il est pas là pour se foutre de la gueule des films, il accompagne les films. Et ça, c'est cool, c'est pas partout pareil. Vous pensez qu'on ne trouve que des réalisateurs obscurs à Sitges? Cassons cette idée reçue, car la ville a accueilli Neil Jordan, Michael Haneke, Lars von Trier ou encore David Lynch pour Blue Velvet, primé en 1986. Eh oui, monsieur! Pourquoi Sitges c'est mieux que d'autres festoches où tu as été d'ailleurs? Simplement parce que tu peux vraiment rencontrer des stars, enfin vraiment tu peux les croiser, boire un verre, tu peux aller les voir, elles sont pas chiantes les stars, enfin les stars.
disons que les gens qui aiment les films fantastiques, tous ces acteurs qui ont joué dans ces films-là, on peut les croiser, discuter avec eux, partager des choses et c'est vraiment cool, quoi. Sitges, c'est aussi un marché où les producteurs rencontrent des distributeurs de films en espérant voir leur bébé trouver preneur et inonder la planète. Sitges, c'est un festival qui a une sélection de films qu'il propose au public et un peu aux professionnels, aux autres organisateurs de festivals qui viennent voir un petit peu les films de Sitges pour en sélectionner certains dans leur propre festival plus petit. En gros, c'est un peu le supermarché du film pour les 8 mois à venir. Tous les festivals que vous allez voir en Europe pour les 8 mois à venir ont quelques films qu'ils ont sélectionnés après les avoir vus à Sitges. En 1983, le film le plus personnel de Luc Besson rafle la mise, Le Dernier Combat. En 1992, avec les Belges de C'est arrivé près de chez vous et Monsieur Benoît Poulvorde, on a un autre film qui parle français primé. Vous avez ici dans cette ville 3 salles qui passent les films. Vous avez l'Auditori, qui est la grosse salle qui est dans l'hôtel principal où il y a tous les invités, il y a les interviews, etc. machin. Et dans le centre-ville, vous avez 2 petites salles. Vous avez le Prado et le Retiro. En plus de tout ça, il y a plusieurs sections. Il y a plusieurs sections de films parce qu'il y a énormément de films ici en compétition, hors compétition, etc. Il est temps de quitter Rurik. C'est le fantasme du 21e siècle. Dites donc, madame, là. Non, laissez Rurik tranquille tout de suite. Allez. Alors quand c'est un Inside GN, je peux dire, est-ce que Stéphane va mourir dans le prochain épisode? Toi, il y a peu de chances que ça t'arrive à Sitges. Je ne sais pas parce que Sitges, je vous le rappelle, est quand même une des capitales gays de l'Europe. Hein, voilà, quand même. Donc il peut se passer plein de trucs là-bas. Vous le saurez dans le prochain épisode. Allez, de toute façon, on enchaîne déjà avec ce qui se passe en plateau. On passe à Fred et Seb. Rubrique jeux vidéo avec Fred et Seb. Ben moi, je vais parler d'un petit jeu qui est sorti sur Mega Drive en 93 qui s'appelle Haunting starring Poltergeist. J'espère que je l'ai bien dit. Et ton anglais s'améliore quand même au fur et à mesure des émissions. Hein. C'est quand même. Donc, c'est édité par Electronic Arts. Donc, c'est un petit jeu sympa qui n'est pas très compliqué, qui n'est pas très long. Mais le concept est quand même super original. Et d'ailleurs, je vous propose de regarder les images de suite pour voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est de la 3D isométrique. Le but, c'est qu'on incarne le petit machin avec la grosse tête verte. Donc c'est le Poltergeist qui est en fait. Ce n'est pas un alien, hein. Ce n'est pas un fantôme. Voilà, en fait, tu es un fantôme. Tu es mort, en fait. Tu as été tué par la famille Sardini. Et donc, c'est un des membres qu'on voit à l'écran, là, par exemple, c'en est un, tu vois. Et tu dois. Tu hantes les meubles, par exemple, tu rentres dedans, tu vois, pour faire peur aux gens qu'il y a dans la maison, en fait. En gros, tu as été tué par la famille Sardini à cause d'une sombre histoire, t'as les boules, et donc tu reviens les hanter, toute la famille, et le but, c'est de leur faire peur, jusqu'à ce qu'ils aient peur, et qu'ils quittent la maison. Ça se rapporte, juste, par contre, d'Insidious, le film de James Wan, où effectivement, c'est pas le lieu qui est hanté, mais la hantise suit les gens de lieu en lieu. C'est ça. D'ailleurs, c'était le cas dans un Amityville où, quand ils n'avaient plus d'idées, c'était, je crois, une espèce de lampe qui était hantée. Ouais, c'était cool. Quoi. Non, mais vraiment. Mais par contre, pour ce jeu, ce que j'ai trouvé très original, c'est que pour une fois, tu incarnes pas. En général, quand tu joues avec des fantômes, tu incarnes ou le mec qui chasse le fantôme, ou le mec qui a peur des fantômes. On se rappellera de la petite fille avec l'appareil photo que vous nous avez présenté tous les deux. Par exemple, ouais. Et donc, en général, c'est toujours l'humain. Mais là, pour une fois, tu incarnes le fantôme, en fait. Et donc, c'est un jeu très comique. Par exemple, il y a des trucs très rigolos. Le concept, c'est de faire chier les gens qui habitent dans la maison. C'est pour ça que c'est rigolo. Tu peux prendre le contrôle d'un jeans, tu vois, et tu rentres dans le jean, et t'as le jean qui se met à balader, puis qui s'écroule, et t'as une flaque de sang qui sort du jean. Un vrai jean, pas parce que les jeans, tu sais, c'est les démons arabes. C'est un jeu vidéo. Ou alors, par exemple, tu rentres dans le tapis, tu as un puits de lave qui sort au milieu du tapis. Enfin voilà, c'est ce genre de truc. En fait, cool, quoi. En fait, tu hantes les trucs. Mais quel est est-ce qu'il y a des tableaux? Est-ce qu'il y a une fin? Qu'est-ce qu'il faut atteindre? Alors justement, donc le but c'est de faire peur aux gens qui habitent dans la maison, la famille Sardini. Donc le truc c'est qu'en fait, plus tu leur fais peur, plus ils vont changer de pièce, ils vont aller ailleurs, et donc s'ils restent trop longtemps dans une pièce où il se passe rien, leur niveau de peur va diminuer. Et donc le but, c'est de réussir à faire peur à tous les membres de la famille, ils sont 4, qui soient tous au niveau maximum de peur jusqu'au moment où ils déménagent, ils changent de maison, donc tu changes de niveau, etc. Alors le jeu est sympa, par contre c'est un peu répétitif quand même, faut le dire, parce que une fois que tu as compris le concept, tu as fait le premier niveau, tu as tout vu concrètement. L'autre truc que je reprocherais au jeu, c'est que donc pour faire peur aux gens, tu te sers d'une barre d'ectoplasme, en fait. C'est un genre de barre de mana, en fait. Et
quand tu fais peur aux gens, bon, des fois, il lâche un peu de mana qui te permet de rentrer dans des objets pour faire peur aux gens. Mais si tu n'as plus de mana, en fait, tu dois aller dans le monde des ténèbres. Et là, c'est chiant, c'est pas amusant. C'est marrant, c'est comme dans Insidious, à partir du moment où il passe dans le monde des ténèbres, c'est chiant. Oui, c'est vrai, c'est rigolo, fou, hein. mon Dieu. Et en plus, on n'avait pas préparé. C'est dingue. Hein. On s'améliore. En tout cas, le jeu est intéressant. Bon, c'est un petit jeu rapide. Moi, j'y joue sur mon portable. Donc, tu l'as sur les télés? Oui, donc. Ton ordinateur portable? Non, j'aurais pas dû dire ça, non, parce que les émulateurs, mais moi j'ai le droit, parce que moi j'ai le jeu original, je l'ai. avoir la copie originale. Voilà. Tout à fait. Mais voilà. Ok, bah écoute, on va rester dans l'horreur puisqu'on va passer à l'interview carrière. On a reçu une grande dame que tu as rencontrée d'ailleurs. Barbara Steele. Barbara Steele, alors qui... Légende de chez les légendes fantastiques. Ce n'est pas Barbara Gould, mais c'est une super femme. On se retrouve juste après. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. Mais ses yeux, oh, ne me regardez pas avec ses yeux, ne la brûlez pas quand même. Rencontre avec la reine de l'horreur, Barbara Steele. Née en 1937, elle s'affiche dans des classiques tels que Le Masque du démon de Mario Bava, La Chambre des tortures de Roger Corman, Danse macabre d'Antonio Margheretti. Encore ses yeux. It's I who renounce you, and in the name of Satan I place a curse upon you. I had a very tiny part in an English film, 2 words maybe, but I got a big spread in a magazine called Life magazine, and Mario Bava saw this, and he invited me to go and be in Black Sunday. He cast me cold without having met me, just from these photographs. Black Sunday is like no motion picture you've ever seen. I was so enthralled with the juxtaposition of living in Italy, and it was my first experience of the Mediterranean, a Latin country, and to me it was like my soul being fed. La dame qui a refusé d'apparaître aux côtés de Elvis Presley, le King, dans Les Rôdeurs de la Plaine en 1960, a bien fait de retourner en Europe où elle devient une vedette du cinéma fantastique. Ah, une autre époque. I'm dead, Alan. I really loved working with Ricardo Freire because he was mad. And he was mad and dramatic, and he had fantastic passion and energy. When we made The Terrible Secret of Dr. Hitchcock, he had a lot of racehorses, and he had his favorite racehorse that he made this bet with his producer. He said, look, I can make this movie in 10 days. I'm going to write it, I'm going to shoot it, I'm going to edit, I'm going to make this movie in 10 days. I will bet you Black Beauty, or whatever the name of the horse was. And the guy said, okay. So we were working like 22-hour days, just like maniacs, because we knew his whole life was riding on this horse, and we had to get this movie done. And that was Italy then. And it was just wonderful. Mais Barbara va aussi tourner pour le grand Fellini, réalisateur notamment de la Strada et de la Dolce Vita. That was very special. We all knew that was special. We had an orchestra that would play on the set, and it was this wonderful dance. Everyone was so happy to be working with Fellini, and he was very precise. He didn't dismiss anyone, so even if you were just an extra and you had to walk way in the distance over there, he would go up to a person and say, could you please walk on tiptoe? Could you be very silent? So the person would walk on tiptoe, they'd be very silent. So nobody felt arbitrary. Everybody felt they had their little thing going on. Film is so porous, it's all energy, it's this magic of energy. And Federico really understood that. He was definitely a witch. We had this, he had this on 8½, this Sicilian psychic who looked like Rasputin, you know, and he would break, you couldn't do this anymore. He would arrive on the set and with all his sort of crazy Sicilian dark intensity, and he would break eggs into a glass. And then he'd say, oh, you know, and we'd look at him, Fellini would look at him, he'd say, not today.
And Fellini say, oh my God, well, he got, 100 people in costume. And Rizzoli, the producer, would go crazy. So, God, I can't shoot today. I can't shoot today. And that's how this happened maybe 5 times. Si vous avez l'estomac solide, si rien ne vous épouvante, alors préparez-vous à voir frisson. You go beyond the... I said hold it! I was walking down Sunset Boulevard just before Christmas, and I see there's this ice blue, fantastic old Buick from the 50s with these big silver fins going. Out comes this guy. And nobody walks in LA. I mean, it was a miracle. I'm just walking to this little bookshop. And he says, Barbara, Barbara. I didn't know him. He says, I'm making a movie. Could you make this movie with me? And I said, who are you? I said, well, my name is. I said, well, when are you shooting this movie? He says, in 3 days. Or 3 days. I've been looking for you. Can you possibly do? Yeah, and that's how I met Jonathan Demme. Barbara, pourquoi ce plaisir de jouer dans des films d'horreur? I like movies that get inside the anxiety and the soul of the human being. The psychological horror that goes right inside you, that's great. Or the horror of the spirit, like in Nosferatu, the sublime example of haunted death and grief. That is very scary. Or I like the horror, the classic horror of The Exorcist, because you're also dealing with something that is like, oh. Barbara Steele, comment s'est passée l'interview? Bah écoute, très bien, parce que c'est une dame qui commence à avoir un certain âge, mais alors elle a une espèce de pêche incroyable, ultra diva dans le bon sens du terme. Elle avait ses lunettes pour l'interview, mais elle a encore des yeux hyper puissants. C'était l'un de ses points forts dans les vieux films, donc vraiment une extraordinaire rencontre avec une légende. Et tu sais que nous en avons une autre sur le plateau de femmes avec des lunettes qui se transforment quand elle doit chroniquer. C'est Laurent. Rubrique BD et romans avec Laurent. Oui, alors, prends la pause tout de suite avec les lunettes. Voilà, bon, je n'ai pas qu'un corps de rêve et qu'un cerveau développé. Mais quelle poitrine! J'ai aussi une capacité d'écoute. Et quand j'ai parlé de Ditko, tu m'as dit, ouais, mais je croyais que c'était Stanley qui avait tout créé, tout ça. C'est vrai que tu étais un peu surpris de la façon dont je parlais de Stanley. J'en ai avalé mon croissant. Je précise quand même que cette chronique-là, dans une précédente émission, a quand même été assez virulente sur Internet, sur notre forum. Hein, quoi. Et c'est vrai que Stanley, je trouve qu'il y a des idées reçues. Moi, quand j'étais gamin, que j'achetais le Strange Special Origin, hein, on peut envoyer la vidéo d'ailleurs, on va voir ce vieux. J'en ai encore quelques-uns, moi. Et bien, on voyait la tête de Stanley, quoi. On voyait la tête sur les trucs Special Origin. On croyait que c'était lui qui avait tout inventé. Ça, c'est un documentaire assez agréable. Au milieu de la couve, en plus. Hein. Voilà. Stanley qui n'est pas un perdreau de l'année, parce qu'il est quand même né en 1922, ouais. Alors c'est vrai qu'il a participé à tout ça, hein, à Marvel, on peut pas lui enlever ça, mais il y a quand même des points un peu litigieux. C'était lui. Il a mis longtemps, par exemple, à reconnaître qu'il n'avait pas tout créé tout seul. Pendant longtemps, il a dit, Spider-Man, c'est moi qui l'ai créé. De toute façon, l'histoire est toujours écrite par les gagnants, bien sûr. Ouais. Sauf qu'il y a des historiens, du coup, qui sont allés voir un petit peu. Et Ditko, lui, il a dit, quand même, j'ai beaucoup participé. Kirby a dit, les 4 Fantastiques, c'est moi. Mais c'est limite une révolte, parce qu'il y a un moment, ça... Il y a eu un moment... Alors, Stanley et Kirby, c'est très très vieux, il y a une anecdote que j'adore. Stanley est rentré chez Timely Comics, qui allait devenir Marvel Comics un peu plus tard, à 16 ans, au début des années 40. Joe Simon et Jack Kirby venaient de créer Captain America. Et pour bosser pour un concurrent et faire un concurrent à Captain America, parce qu'ils n'avaient pas le droit, ils avaient loué une chambre d'hôtel. Entre midi et deux, ils allaient bosser. Le soir, ils allaient bosser. Et Stanley allait fouiner. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Qu'est-ce que vous faites? Allez, montrez-moi. Ils l'ont laissé rentrer. Et une semaine après, ils se sont fait virer de Timely parce que quelqu'un les avait dénoncés. Quelqu'un a appris qu'ils bossaient pour le concurrent, quoi. Et Jack Kirby aurait dit, ça c'est plusieurs témoins ont dit, la prochaine fois que je vois ces de Stanley, il est mort, quoi. Et donc déjà les relations entre les deux étaient déjà assez tendues. Alors le processus de création, ce que les gens savent peut-être pas, c'est que Stanley il a inventé The Marvel Way, la façon d'écrire à la Marvel, c'est-à-dire j'appelle Jack ou je vais le voir et je lui dis Jack, ben voilà, dans l'épisode 3, les 4 Fantastiques, ils se bastonnent contre Galactus et il se passe ci et ça. Voilà. Genre il lui fait un résumé de 10 lignes, soit il l'écrit, soit il lui dit, et Kirby dessinait 18 pages, lui tout seul.
Sauf que, alors Stanley, on peut pas lui dénier qu'il a un certain talent pour les dialogues, quoi. C'est vrai que Stanley, il avait cette façon de faire parler les gens comme les gens de la rue. C'est ce qu'il a apporté dans les comics. C'est la façon dont c'était des gens normaux. Ça devenait, voilà, les 4 Fantastiques, c'est une famille. Ils se tapent sur la gueule quand ils sont pas en train de taper sur les méchants. Mais les autres lui en voulaient un peu, je pense, de prendre tout le crédit. C'est-à-dire que Kirby, pendant qu'il bossait, pendant toutes les années 60-70, surtout les années 60, Stanley faisait le tour des universités auprès des étudiants et disait, bah oui, Spider-Man, X-Men, c'est moi, voilà, je suis le Shakespeare du XXe siècle. Et ça, les mecs, ils en ont voulu. Pareil, hein, des fois, il va dans des conventions, il dit, bah, de toute façon, j'écris les chroniques. Mais non, moi je mets carrément une chemise hawaïenne, mes petites lunettes, je parle comme ça, et les gens me jettent des cailloux en fait. Une dernière info, tu me parlais des initiales. Ouais, voilà, il avait trouvé un moyen mémotechnique parce qu'il oubliait toujours le nom des persos. Donc il avait trouvé, il faut pour m'en souvenir, j'ai mettre les mêmes initiales, des doubles initiales. Peter Parker, Pépé, Bruce Banner, voilà. Une fois, il était en convention, il faisait Reed Richards. Spider-Man, voilà. Ouais. Nous, on n'est pas des super-héros, Mais tu détruis le mythe au marteau-piqueur. Écoute, j'aime bien. Stanley qui a dû se faire aussi un max de droits d'auteur avec les adaptations jeux vidéo, et je m'enchaîne moi-même. Tiens, voilà, c'est une nouveauté. On va découvrir une enquête geek, l'enquête geek du jour qui est consacrée au Sega Saturn. Ça vous parle, les gars? Allez, on regarde ça tout de suite et on se retrouve juste après. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. Ah, vous avez peut-être eu la chance d'avoir des parents aisés qui vous avaient offert à Noël 1994 une console Sega Saturn. Mais moi, dans la mienne, on suçait des cailloux pour faire passer la faim. Donc tu sais, la Sega Saturn, non. Bref, pour les nostalgiques, ou non d'ailleurs, retour sur cette console de Sega, la Saturn étant la 6e console vendue par la firme de manière mondiale, d'où son nom, Saturne, comme la 6e planète du système solaire. Vous ne le saviez pas, ben maintenant vous le savez. Mais dans quel contexte est-elle sortie ? La Sega Saturn, en fait, est l'avant-dernière console de jeux vidéo sortie par ce fabricant japonais qui est très connu, qui est Sega, qui est à la base un éditeur de jeux vidéo d'arcade. Sega, c'est plus fort que toi. Lorsque la Sega Saturn est sortie, nous étions en décembre 1994. C'était assez compliqué parce que les cartes étaient en train de se redistribuer. On avait l'hégémonie de Nintendo avec la Super Nintendo au Japon. Aux États-Unis, c'était la Mega Drive qui avait vraiment très très bien marché. En Europe, c'était un peu 50-50. Bon. Et Sony arrivait en fait. Sony avait annoncé une PlayStation, personne n'y croyait, et puis Sony a fait une démo technique aux développeurs de jeux japonais, et tout le monde a dit c'est mortel, c'est fabuleux, il faut faire des jeux dessus. Sega en a eu vent, et ils étaient en train de prévoir l'après Mega Drive avec un projet de console qui s'appelait Saturn, et donc ils se sont dépêchés de le terminer pour être sûr d'être là avant la PlayStation, et donc voilà, novembre 94, la Saturn débarque au Japon. Et forcément, donc, avec une telle parenté, la Sega Saturn donc, était effectivement bien capable de faire des jeux en 3D, mais une 3D qui n'a absolument rien à voir, qui est vraiment très archaïque par rapport aux consoles contemporaines de maintenant, à savoir que déjà on était dans une résolution graphique très faible, on était à peu près en 320 points par 256, je ne sais pas si vous imaginez, même votre smartphone affiche une résolution 4 fois supérieure, et surtout on affichait des peu de polygones avec des textures qui n'étaient pas lissées, c'est-à-dire que si vous vous approchiez d'une texture de mur par exemple, vous aviez immédiatement des gros pixels qui pourraient remplir jusqu'à tout l'écran. Il y a pas mal de jeux qui se sont avérés assez décevants, tout simplement parce que la console n'était pas super bien conçue, c'est-à-dire que la Saturn, ça devait être une super console reine de la 2D, et quand ils se sont rendus compte que la PlayStation était une console tournée dédiée à la 3D, alors je sais pas si c'est vrai, mais la légende veut qu'ils ont en catastrophe rajouté un deuxième processeur pour gérer la 3D. Sega Saturn, the benchmark of Ça y est, j'ai séché les larmes de mon trauma d'enfance. En France, en 1995, la Sega Saturn était proposée en magasin à 3 299 francs, soit près de 500 € quand même. La principale rivale de la Sega Saturn sera donc la Sony PlayStation, qui était sortie donc une semaine plus tard au Japon, mais comme personne n'avait eu auparavant de console Sony, il a fallu un certain temps pour que le public se rende compte que finalement, malheureusement même pour Sega, la Sony PlayStation était supérieure en termes de capacité, notamment
pour afficher des jeux vidéo 3D par rapport à la Sega Saturn. Et donc, 2-3 ans plus tard, en 1998, sortira donc le jeu très attendu de Square, qui est donc Final Fantasy VII, qui sortira uniquement sur Sony PlayStation. Et à partir de ce moment-là, ça sera le déclin de la Sega Saturn, tout le monde se tournant vers la Sony PlayStation, vers ses jeux phares tels que Dresser, Tekken, etc. Et notamment pour jouer, et surtout presque principalement même, j'ai envie de dire, pour jouer à Final Fantasy VII. Le consensus général, c'est que les jeux 3D étaient mieux sur PlayStation, mais que les jeux 2D étaient meilleurs sur la Saturn. Après, ce qui a fait aussi les beaux jours de la fin de vie de la Saturn, ça a été le port cartouche, qui a survécu, on ne sait pas comment, et qui au final a permis de pouvoir avoir ces espèces de systèmes de grosses cartouches de RAM qu'on mettait à l'arrière de la console, qui permettaient d'avoir des jeux quasiment identiques à l'arcade, et les gros jeux Capcom comme Vampire Hunter ou Darkstalkers chez nous, ou les Street Fighter Zero, qui étaient absolument parfaitement convertis. Mais en 1998, avec finalement la disparition de la Sega Saturn, on va voir arriver la toute dernière et peut-être la meilleure console de Sega, la Sega Dreamcast, qui va finalement reprendre le flambeau et qui elle-même va avoir un certain succès pendant au moins de nouveau quelques années. La Sega Saturn continue toutefois de faire la joie des collectionneurs comme Philippe Dubois, parce que les cartons emballés derrière lui, ce sont des trésors de guerre. Allez les amis, on monte dans les greniers et on relance la Sega Saturn. Allez, alors je ne peux plus vous voir, allez, filez. It's how you play the game. Sega Saturn, joyeux propriétaire de Sega Saturn. Exactement, oui. Bah actuellement, parce que moi j'ai pas acheté à l'époque, parce que moi je suis pro Nintendo, donc moi j'ai doucement rigolé quand j'ai vu la Saturn s'éclater. Ils ont fait un peu nimp avec la Saturn quand même, parce qu'en fait, je crois me souvenir que la PlayStation était sortie en fin d'année, je crois quelque chose entre septembre-octobre, il me semble, alors que la Saturn était sortie en plein milieu du mois d'août, en plein été, il y avait personne, tout le monde était à la plage. Mais Donc, on est à la plage à l'époque. C'était une des raisons de, enfin pas moi, mais c'était une des raisons du flop de la Saturn. Toi, tu vis à la plage, toi, de toute façon. Oui, bien sûr. Toi, t'étais à la plage, tu l'avais acheté. C'est le Stanley du web. Il y avait des mecs qui vendaient des chouchous et des Saturn sur la plage. Et nouvelle parenthèse, on va rebondir sur un petit peu ta chronique, puisque Nico et Baptiste vont nous faire une nouvelle présentation histoire et nouvelles technologies, consacrée cette fois-ci, attention, aux mutations génétiques. X-Men. Rubrique Histoire, les nouvelles technologies avec Baptiste et Nico. Bon, patron, cette fois on travaille sur quel dossier avec Baptiste? Les mutations génétiques. Ok, on y va? On y va. Laissons Nico et Baptiste faire leurs recherches. Si vous aimez les mutations génétiques, déjà vous êtes bizarre, vous aimerez certainement les X-Men, Spider-Man, le film culte de Todd Browning, Freaks, La colline à des yeux et le délirant Toxic Avenger. Bien, patron, on a pu étayer le dossier sur les mutations génétiques et je vais commencer par quelques petits cas qui sortent de l'ordinaire. On va y aller crescendo. La sirène du Pacifique, mi-homme, mi-poisson. Elle représenterait une vraie sirène. Elle a séjourné, a priori, quelques années dans le musée Barnum. Barnum étant un maître de l'illusion, on ne sait pas vraiment quelle était cette réalité. Mutation ou pas. Le dernier cas, peut-être le cas le plus étrange, le cas de Schlitz, un personnage très bizarre, une dame qui ressemble trait pour trait à une sorte d'ogre. Son physique lui a permis de jouer dans un film. Pour moi, les mutations génétiques, en tant que scientifique, c'est plutôt lié à la maladie. En revanche, nous sommes le fruit de la mutation génétique, sinon nous ne serions pas là pour en parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que les techniques qui sont utilisées aujourd'hui en génétique nous apportent énormément de choses pour produire des médicaments, des hormones de croissance, des vaccins. Et je pense sincèrement que nous avons déjà effectué des expériences plus que douteuses, très certainement dans des pays où l'éthique est bien moins importante. C'est ce qui me porte à croire que certains renoms ont joué justement sur cette fameuse éthique tout au long de notre dernier siècle, et en l'occurrence par exemple Barnum, qui est le génial inventeur du cirque moderne. Cet homme avait compris comment lancer un engouement auprès du public en jouant des mutations des gens. Et en l'occurrence, la sirène du Pacifique, comme je disais, mythe ou réalité, est-ce qu'elle existait vraiment? Il a joué en l'occurrence avec Krao, la laotienne, une sorte d'homme mi-singe, mi-homme, qui comportait les caractéristiques d'un singe, qui était complètement velu,
Le début des années 80 marque véritablement le commencement des expériences génétiques. Ainsi, on a réussi à produire très facilement des vaches tellement musclées pour produire de la viande qu'elles ne pouvaient même pas se déplacer, ou encore des porcs géants. Je parlais d'un point supplémentaire, le cas exceptionnel de John Merrick, dit l'Elephant Man. Il représentait, aux yeux des gens, une sorte de monstruosité, une bête de foire. C'est vrai que quand on voit son physique, dans les archives, dans les données, il y a de quoi de se poser des questions. Même aujourd'hui, on a rarement des cas aussi surprenants. La science est d'accord aujourd'hui pour dire que c'était vraiment une maladie. Mais est-ce que ça ne pouvait pas être tout de même, quelque part, à un moment donné, une mutation génétique? Il existe une technique très simple, qui est aussi simple que de faire une bouture sur une plante, ça s'appelle la transgénèse. C'est appliquer les gènes d'un animal sur un autre animal, par exemple. Pour vérifier les systèmes de transgénèse, on va implanter, les Chinois l'ont fait, les Taïwanais l'ont fait, on va implanter des gènes de méduses, puisque les gènes de méduses ont la particularité d'être fluorescents, dans un porc et dans un chat. Aujourd'hui, on produit des porcs fluo et des chats fluo, avec une grande simplicité. Alors moi, je veux terminer par un point qui est vraiment pour montrer à quel point certaines personnes de notre planète ont utilisé cette phrase. La science mérite des sacrifices. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une unité top secrète, Unit 731, va faire des tests qu'on appelle de la zootrophie. Ils se sont posé la question, est-ce qu'il est envisageable que l'homme puisse développer les facultés des animaux? On n'est pas si loin des Marvel au final. Ils ont quasiment rien inventé. On les voit dans Spider-Man développer certaines facultés de l'araignée. Les scientifiques, à l'époque, se sont posé ces questions-là. En parlant de transgénèse et d'éthique médicale, il y a une société américaine qui vend actuellement un chat hypoallergénique, mais surtout un chat produit artificiellement, génétiquement, entre un mélange de léopard, de serval africain et de chat domestique. Ce chat coûte à peu près 27 000 $ et pèse 12 kilos. Imaginez un peu avec quelle simplicité est ce que nous pourrions faire sur le corps humain. En conclusion, patron, la transgénèse, la mutation génétique sont des techniques qui sont couramment utilisées aujourd'hui. Elles sont à portée de main et ce n'est que l'éthique médicale qui nous bloque, fort heureusement, dans l'avancée de ces projets. Nous espérons, comme toujours, que ces informations seront utiles à l'organisation. Celui qui est le digne héritier d'un X-Men, c'est Rurik. Son super pouvoir, je vous laisserai un jour le découvrir si vous le croisez tout seul dans une chambre d'hôtel, mais avant ça, une chronique. Rubrique cinéma avec Rurik. Voilà, des super pouvoirs que j'ai souvent vus. Bien sûr, et tu les reverras. Non, effectivement, j'ai choisi de vous parler d'un film qui impose dès le début un mythe. Un mythe pour toute la planète. Et ça faisait longtemps que tu voulais nous en parler. Bien sûr. Et puis surtout pour moi, et je vais vous en parler avec toute objectivité, car c'est possible, ces petites images nous présentent le personnage avec un grand L. Hey, regardez-le, c'est lui. Et alors attention, là vous avez Steven qui s'assoit, qui donne un cours d'aïkido devant des Japonais, en japonais, parce que Steven Seagal est un mec qui a habité des années... Il est pas doublé là, il joue vraiment... Non, il a un prof d'aïkido en plus, oui, quand il était au Japon. Il a habité des années au Japon, il parle japonais avec l'accent du Kansai, donc vraiment ultra précis. Et vous, alors là, vous avez quand même, là vous avez tout. Vous avez d'abord Steven qui sait, hein, parce que c'est quand même le maître. Vous avez les Japonais assis au fond qui sont là, genre putain, il est quand même incroyable. Il est respectueux quand même, cet Américain. Quel catogan. Quel catogan. Alors Steven Seagal, c'est son premier film en tant qu'acteur, c'est Nico. Il a été auparavant, il a vaguement chorégraphié des combats comme par exemple, il a entraîné Sean Connery sur Jamais plus jamais. La légende raconte qu'il lui a même cassé le poignet sur le tournage. Et c'est un mec qui a fait beaucoup de démonstrations d'aïkido, des démonstrations d'aïkido devant des pontes d'Hollywood et qui a réussi comme ça à les convaincre de lui donner sa chance. Et Steven Seagal, pourquoi je vous montre ce film? Parce que vraiment, Steven Seagal, c'est un acteur, mais c'est un personnage, c'est lui, c'est de la fiction, c'est la réalité, on ne sait plus. C'est-à-dire que là, dans ce générique-là, vous avez vu qu'il y a Sharon Stone d'ailleurs dans un petit rôle. Il y a Pam Grier. Et Pam Grier, enfin il y a tout le monde. Et il y a même, non ça c'est dans un numéro après, il dit, voilà, moi quand j'étais jeune, parce qu'il a une voix comme ça en anglais, hein, quand j'étais jeune, j'ai vu une démonstration d'aïkido, j'ai poursuivi un rêve fou, je suis parti au Japon, apprendre l'aïkido avec les maîtres. Mais il parle de Nico Toscani, son personnage, mais il parle de lui aussi. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où est la réalité et la fiction avec Steven Seagal. À tel point que c'est un mec, on le verra dans l'interview de Mark Lester dans un autre numéro de Plus ou moins Geek, quand il vous parle de sa rencontre avec Steven Seagal, qui sort ses flingues, qui les met sur le bureau, qui dit moi j'ai bossé à la CIA, moi j'ai fait tuer des gens.
Tu dis, mais Steven, mais tu racontes des conneries. Enfin, je veux dire, t'as jamais bossé à la CIA. On ne sait plus. Steven Seagal a bossé à la CIA, Nico Toscani fait des films, on ne sait plus qui fait quoi. Steven Seagal est un personnage incroyable. C'est l'homme et le personnage ont fusionné complètement. Ouais, Totalement. Il s'y croit lui aussi, vraiment. C'est très dur de résumer C'est ce marrant, mec c'est en un 4 mec, j'ai minutes. l'impression qu'il construit sa propre légende. En fait. Mais Il se dit, complètement. bon, les autres vont pas le faire, donc... Ouais, mais en même temps, il y croit un petit peu. Toi, en fan de... Parce qu'on le sait maintenant, ça fait quand Mais même objectif. 20 ans qu'on entend Steven Seagal. Comment tu vis ce côté Steven qui devient tout gros, qui a du mal à lever la jambe quand il donne un coup de De platane? toute façon, déjà, Steven et la jambe, c'est pas trop son truc. L'aïkido, c'est plus les bras déjà à la base, donc ça, c'est moins grave. Mais le C'est truc, quand il monte un escalier. le truc, c'est que c'est ce que disait Michael Jai White aussi très intelligemment. Il disait que les gens qui font des arts martiaux, il y a un moment où ils atteignent un degré et en fait, ils se construisent cette espèce de carapace physique. Puis au bout d'un moment, il y a un déclic et ça rechute. Et en fait, il s'occupe plus de lui. Je crois qu'il est, à mon avis, un peu dépressif sur les bords, même s'il se l'avoue pas. Et ce qui est très marrant, blues quand même. il fait du blues, il le fait très bien. Il est shérif adjoint dans une petite ville. Enfin, Alors là, il y a tellement de trucs à dire qu'on va On va faire une spéciale Steven Seagal. Le truc, c'est que dans Nico, ce qui est marrant, c'est qu'on a déjà tout ce qu'il va faire Steven Seagal. On a bien sûr la queue de cheval qu'il n'a pas forcément après au fil des années, surtout c'est pas toujours des vrais cheveux à mon avis. Et parce que là quand même il a les cheveux là, et aujourd'hui il a les cheveux là quand même. Hein. Donc, Moi, en général, c'est c'est de l'inverse. Nicolas Cage, donc c'est pour ça. Et il a déjà cette espèce de prestance parce qu'il est très grand et il a ce regard genre moi je suis plus fort que vous, je vous emmerde. Ça marche très bien. Il a quand même un charisme que Chuck Norris n'a jamais eu. Alors, ça c'est clair. Justement. Voilà. Mais Chuck Norris a-t-il eu ce joli calendrier? Alors, je précise pour les spectateurs, les téléspectateurs, c'est un calendrier 1997 de Steven Seagal, encore sur Blister, car les collectionneurs vous le diront toujours, C'est la meilleure quand c'est année, emballé, c'est très bon. Donc voilà, j'ai trouvé ça sur un marché aux ça me puces. touche beaucoup. C'est pour toi, Ça ça te me touche touche. beaucoup. Ça me touche beaucoup. Et en plus, ça me touche beaucoup parce que 97, c'est à peu près le moment où ça commençait vraiment à devenir de moins en moins bien et que Steven a commencé de grossir. Ça se voit encore un peu. C'est pas très grave, mais au bout d'un moment, ça devenait de plus en plus fou et il commençait à se retrouver dans les vidéoclubs seulement. Voilà. Enfin, il y a plein de choses à dire sur ce mec. C'est un mec très étonnant et pense qu'il beaucoup ferme la plus porte de sa profond chambre qu'on ne ce veut bien soir. le croire. Je pense que Chuck Norris est un mec creux. Steven, non. Alors, je vais rebondir sur 1997, c'est peut-être l'année de naissance de François. Je ne sais pas, François, on lui donne pas d'âge, il est tout jeune. Allez, talent web, découverte de François cette semaine. Qui donc? Remettez les mots dans l'ordre et on se retrouve juste après. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Salut les copains, papa, maman, aujourd'hui une confession. Dans Plus ou moins geek, on met en avant la création, les talents, et pourtant, il m'arrive, des fois, je l'avoue, de regarder des vidéos de chatons. Voilà. Tout de suite, un vrai talent web, Manu mais pas trop. Aujourd'hui, découvrons Manu et ses 3 millions de vues. Bonjour, donc je m'appelle Emmanuel Gandon, je fais des vidéos sur YouTube sous le pseudonyme de Manu mais pas trop. Quelle est l'origine de ton pseudo, Manu? C'est venu un peu parce que j'en fais des fois un peu trop, je suis un peu trop wouh. Tout à fait, cela est très symptomatique de la dérive actuelle de la génération Y sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du podcast vidéo? Je pense la même chose qui a amené Norman en fait à faire du podcast, c'est-à-dire qu'il était tout seul. C'est qu'est-ce que je peux faire tout seul? Moi, j'avais une autre personne qui me filmait, mais on était deux. Qu'est-ce qu'on pouvait faire à deux? Je sens que lui il était pas trop acteur. Bon bah voilà, me mettre en scène. Mais il y a un truc bizarre avec l'iPhone, c'est la réaction des gens qui l'ont. C'est toujours globalement la même chose. Et en fait, c'était une erreur parce que à vouloir refaire exactement la même chose que tout le monde, on s'est pris ces remarques qui étaient extrêmement désagréables. Donc à partir justement de la 4e vidéo, je continuais à faire du fast cam, mais c'était plus du tout du podcast dans le sens où en fait je réagissais sur l'actualité. Est-ce vraiment la vérité vraie? En fait, on voudrait continuer à faire un truc très ouvert en termes de style, où chaque fois qu'on regarde un Manu mais pas trop, on sait pas trop sur quoi on va tomber, on sait juste que ça va nous faire, on espère, un peu rire, et voilà quoi. Dès qu'on a fait l'annonce, t'as campé devant l'Apple Store. On a buté Samsung, Nokia, c'est vraiment nous les plus forts. Quelle est la vidéo qui t'a vraiment lancé? Je pense que c'est tampon plus vodka. C'est notre 5e vidéo qu'on a fait. Vidéo créée en réaction à celle montrant une mode chez certains jeunes qui trempent des tampons dans la vodka et se les mettent. Bon, on ne va pas continuer cette phrase, ça ne sert à rien. Vous avez bien compris, bon, tout n'est pas toujours bon sur le net. Et l'abus d'alcool est également dangereux pour la santé, surtout pour la mienne. Ce sujet nous a fait hallucinamment délirer avec mes potes et on a fait un magnéto dessus. Yes, des Tampax!
putain là. Ouais, je sais, j'ai pris des 4 gouttes, en plus on va se mettre une grosse race ce soir. En une journée, on a appris 250 abonnés, donc quand vous êtes à 200 abonnés et qu'en une journée vous faites 250 de plus, et que vous voyez toutes les heures où vous avez pris 20 abonnés, bah voilà, c'était assez cool. De quelle vidéo es-tu le plus fier? Au final, je pense que c'est ce que disent les meufs. Tu peux télécharger Gossip Girl? Tu peux me filer mon sac? Oh putain, j'ai retrouvé ma pilule. On est en multi-décor, on a je sais pas combien de milliers de décors, je sais pas combien de milliers de costumes, mais on l'a tourné en 3 heures top chrono. Pour quelle vidéo aurais-tu aimé faire plus de vues? Moi j'ai une vidéo en fait que j'aime énormément, qu'on a fait, qui est sur le mec de la Redoute. C'était dans une sorte de diaporama avec une voix off racontant sa vie, genre Robert, à 3 ans, il décide de se mettre tout nu et il adore ça. Et voilà, et en fait, il y a un petit chinois qui vérifie les vidéos, qui a vu un enfant tout nu au fin fond de Shanghai et qui a dit bon bah celle-là on l'a censurée, on l'a remis. Et au final on a fait un petit peu de vues mais énormément moins, ça a complètement tué notre dynamique. Les sponsors envahissent le web, qu'en penses-tu? Si on me dit ok t'as liberté créative, juste t'apposes notre logo au début du truc, pourquoi pas? Quand on voit le truc crunch, globalement c'était pas trop con. Je pense que Norman il a été intelligent sur ce coup-là, c'est-à-dire qu'il a mis ses conditions, voilà, c'est moi qui drive un peu le contenu. Est-ce que tu vises un style particulier? Mon but, ça serait de faire un peu du smosh. A man's gotta eat. Globalement, ils ont une vraie patte en fait, et je trouve ça très fort. Et peut-être d'autres trucs un peu plus dans le type de Funny or Die, c'est-à-dire peut-être un humour un peu plus élevé, un petit peu au-dessus de la ceinture, on va dire. Et voilà, mais dans quelque chose vraiment avec des vrais sketchs un peu recherchés, des fois même des moyens, quoi. Et surtout, mon but, moi, en fait, c'est de créer un rendez-vous, c'est-à-dire de vraiment faire un truc tous les lundis. Tous les lundis, je poste une vidéo, en fait. Quelle vidéo nous conseillerais-tu de regarder pour débuter? Si vous aimez bien, genre les podcasts, je vous dirais d'aller voir justement le mec de la Redoute. Mais c'est qui ce mec complètement dénudé sur la page des enfants du site de la Redoute? Si vous êtes plus sketch de manière globale et que les podcasts ça vous saoule un peu, je vous conseillerais d'aller regarder ce que disent les meufs. Et si vous êtes plus sur des sujets un peu sérieux, je vous conseillerais d'aller voir notre micro-trottoir sur la fête du 1er mai, donnée au Trocadéro par Monsieur Sarkozy. En tout cas, on te regardera toi tous les lundis sur une page YouTube qui compte déjà près de 30 000 abonnés. Alors moi je dis Manu, mais beaucoup. Waouh, merci. Voilà Manu et Patro qui continuent à faire des vidéos qui sont de plus en plus drôles, moi j'adore. On continue avec quelqu'un que j'adore également, par contre tous les autres de l'équipe le détestent, je ne sais pas pourquoi, c'est Franck pour la shopping list. Tout de suite, la shopping list. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle shopping list. Tout le monde croit que c'est facile de tourner cette rubrique, mais moi je vous dis que non, il faut un entraînement hors du commun. Dawn of War 2, un jeu de stratégie à retrouver sur PC, ça reprend le mythique jeu Warhammer 40 000 et dedans plein de nouveautés, comme par exemple un nouveau moteur graphique, une nouvelle race ou encore un jeu en coopération pour jouer avec vos amis. Enfin, si vous en avez. Black Paradox, c'est chez Tonkam, ça raconte une histoire bien psyché comme les Japonais savent si bien le faire. En gros, c'est des personnes qui veulent se suicider et avoir le suicide parfait. Malheureusement, ils n'y arriveront pas, mais bon, je vous laisse découvrir l'histoire. Je veux juste rappeler quelque chose, le suicide tue. Le tome 26 du Marsupilami est à retrouver chez Marsu Productions. Dans ce tome, le Marsu et son ami Hector vont être propulsés dans le passé, au XVIe siècle, dans une caravelle espagnole. Hey Franck, tu parlais du marsupilami, je sais plus quoi. Alors, moi j'ai pensé marsupilami, les chats. Tu sais qu'on dit que les chats ont 9 queues, hein? Les chats ont 9 queues. Alors que moi, par exemple... Merci Rurik pour cette intervention fort intéressante. Chez Dargo sort Métropolitane. L'histoire de 3 personnes dont le destin vont se croiser dans le métro. Ils vont monter à bord de la rame de la déchéance humaine. Mais arriveront-ils à sortir avant le terminus? Vous êtes un grand fan de One Piece et vous croyez tout connaître sur l'univers du manga? Laissez-moi rire. Pour vous, Glénat sort 500 pages d'anecdotes, de croquis ou encore plein d'autres choses pour découvrir encore plus de trucs. Comme ça, vous pouvez vous la péter et vous dire que vous connaissez vraiment ce grand manga écrit par Eiichiro Oda. Le Lombard publie un hors-série des Mondes de Torgal, avec dedans tout plein d'explications sous forme d'interviews sur l'univers de cette BD. Et si vous vous demandez pourquoi je suis en dessin animé, c'est tout simplement pour faire cette tête. Hihi.
L'âge d'or de Mickey Mouse, c'est à retrouver chez Glénat et c'est un gros bouquin de 128 pages où dedans vous aurez des planches dessinées entre 1942 et 1944. Et le plus fou, c'est que vous pouvez l'utiliser pour écraser des bébés souris. Ah, je l'ai eu en pleine route, hein. Et sans fromage. The Boys, c'est chez Panini Comics et ça raconte l'histoire de super-héros qui ont eu leur super-pouvoir grâce à un sérum construit par une entreprise d'armement. Mais malheureusement, certains super-héros vont l'utiliser pour faire le mal. Ça tombe bien, moi j'ai un sérum qui va me faire devenir beau et fort. Côté manga, vous avez Rebirth chez Doki Doki, un manga en 7 volumes sur un mec qui s'est fait poignarder mais qui passe un pacte pour revivre. Ou alors Hades chez Delcourt, et là c'est un infirmier dans un collège qui essaye de sauver les élèves de Psycho Démon. Un pack collector du 25e anniversaire de Street Fighter est à retrouver chez Capcom. C'est conseillé par Spider-Man, enfin une personne du forum de Plus ou Moins Geek, et dedans vous y retrouverez des CD, des figurines, des DVD ou encore des jeux, et même la ceinture de Ryu, comme ça vous pourrez vous entraîner à être un combattant de la rue. À la poursuite de Dracula, c'est aux moutons électriques et c'est conseillé par Laurent Kessy himself. C'est un récit illustré de nombreuses photos de 2 voyageurs qui partent sur la piste du plus célèbre des vampires. Les retraités et les fonctionnaires, c'est des livres à retrouver chez Hugo Essy et dedans vous aurez des histoires drôles, des faits insolites ou encore des situations humoristiques. Bref, tout plein de choses pour se payer la tête des autres. Le célèbre chat de Simon revient chez Fleuve Noir. C'est un livre tout illustré avec une page, une situation. C'est drôle, artistique et c'est un bon investissement. Les âmes nomades, c'est à retrouver chez Grand Angle et ça raconte l'histoire de Jules qui a tout perdu et qui aide des immigrants clandestins à traverser la Manche pour aller en Angleterre. Mais parallèlement à ça, il découvre qu'il a un pouvoir et qu'il arrive à se téléporter n'importe où dans le monde. C'est un coup de cœur de la shopping list. Et voilà, la shopping list c'est terminé. Vous pouvez toujours m'envoyer vos coups de cœur à cette adresse. Vous allez retrouver l'équipe de Plus ou Moins Geek dans cet écran. Et n'oubliez pas, mangez 5 livres et séries par jour. Moi, je vais aller faire un petit footing. C'est presque le moment de nous quitter, les amis. Je fais des vibes. Et tout de suite, on passe au vote des plus. Qui vous a le plus séduit avec sa chronique? C'est moi qui commence. Je pense que je vais voter pour Fred. J'ai oublié, moi, ce qu'il y avait là. On a parlé de Steven, qui s'efface. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a que ça qui m'a imprimé. Moi, Nico trust toutes les autres. Alors, je récapitule ce qu'on a vu sur ce plateau. On a vu Manimal, on a vu Nico, on a vu Stanley, on a vu Hotting starring Poltergeist. Ouais, Steven Seagal. Seb. Steven, évidemment. Ah, Fred. J'étais en train de penser qu'en fait, nous, on a 2 voix, en fait. Ouais. En même temps, pour ce qu'on gagne, peu importe. Non, moi, je vote Steven aussi. Ah, vous avez bon goût sur ce plateau. Et je voterai pour Poltergeist parce que ça me moi, je vais titille voter un peu. car J'aime bien qu'on vienne monter. comme Mais oui, et je te laisse voter. Non, mais j'ai envie de dire Manimal, tu me donnes envie de les revoir. Bon, bah dis donc, tu vas pas être déçu. Hein. Allez, je vous rappelle que vous pouvez continuer l'aventure puisque l'émission se termine sur les réseaux sociaux tels que Geekbook. Geekter, tu vas y arriver au bout de la 30e. Vous pouvez aussi poursuivre l'aventure sur le site internet plusoumoingeek.com, sur le forum. Prévenez tous vos amis que cette émission existe. On se retrouve très bientôt. Avant, 2 petites choses importantes. Il n'y a pas d'âge pour se revendiquer plus ou moins geek. Et un bon geek, c'est un geek curieux. Allez, bye bye!